grande manœuvre francophone en ce début juillet à Bruxelles. Quelques 250 parlementaires de plus de 50 pays se sont retrouvés dans la capitale belge pour lancer les préparatifs du prochain sommet de la francophonie prévu à Kinshasa début octobre. Chef d'orchestre de cette session, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso résume l'état du dossier au micro de Télé Sud. En fonction de ce que notre section congolaise nous a dit, et ils sont bien avancés dans la préparation. Je crois également qu'au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, tous les contacts sont pris pour que ce soit un succès. Et donc, en ce qui nous concerne, en tout cas, nous, en tant qu'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous allons préparer au cours de cette 38e session notre avis sur le thème de ce sommet. Avis donc, que nous lirons donc, je dirais, en présence des chefs d'État. Autre sujet à l'ordre du jour, défendre une meilleure efficacité d'Internet comme vecteur de la francophonie. Et puis bien sûr également les derniers développements dans le monde francophone, à commencer par la crise au Sahel. Il s'agit pour nous de voir comment nous allons apporter notre contribution auprès des institutions, que ce soit de l'Union africaine, que ce soit de la CEDEAO, en ce qui concerne par exemple le Mali, à la solution de ces questions-là. Et je pense que le soutien et la participation des francophones à la recherche de solutions est une question qui est importante. Les débats entre francophones promettent assurément d'être vifs jusqu'à demain, ici au Palais d'Egmont à Bruxelles. Merci beaucoup. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Il y a une recrudescence du choléra dans le Sahel, notamment chez les enfants affaiblis par la malnutrition. Le nombre de cas a augmenté surtout dans les régions limitrophes du fleuve Niger. Au Niger, on signale 3 fois plus de malades au cours de la première moitié de l'année par rapport à la même période en 2011. En Afrique occidentale et centrale, le choléra a tué 700 personnes et plus de 29 000 cas ont été signalés depuis le début de l'année. Dans une région où les systèmes de santé sont parmi les plus faibles, les moyens pour le traitement de l'eau du fleuve Niger sont limités. La consommation d'eau du fleuve Niger a été identifiée comme la cause principale du choléra. La population n'a plus les ressources nécessaires pour traiter l'eau avant la consommation. Comme il y a une rupture dans l'approvisionnement en eau de Gao et Tombouctou en raison du manque de carburant pour activer la station de pompage de l'eau, il y a le risque supplémentaire de propagation de maladies diarrhéiques. L'épidémie de choléra est aggravée cette année par les déplacements massifs des personnes fuyant les conflits dans le nord du Mali. L'instabilité politique à Bamako et l'insécurité dans le nord du Mali continueront à déclencher la fuite de milliers de réfugiés vers les pays voisins. Plus de 365 000 ont fui les combats depuis le début de l'année. Des manques d'accès à l'eau potable et à un assainissement adéquat sont les principales causes du choléra. Pour faire face à la situation, l'UNICEF a besoin cette année de 146 millions de dollars pour aider les populations du Sahel. Pour l'instant, seulement un quart des fonds a été récolté. L'Institut de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle, IFAMETRA, a lancé hier ses premières journées de partenariat avec les acteurs de la médecine traditionnelle. L'objectif essentiel est de faire de l'IFAMETRA un véritable centre d'expertise. Une priorité pour le professeur Louimbé, qui représentait le ministre de la Culture et présidait la cérémonie d'ouverture. Elle est omniprésente, nécessaire et indispensable. Le gouvernement gabonais, à travers l'Institut de pharmacopée et médecine traditionnelle, montre à la face du monde que la médecine traditionnelle est reconnue d'utilité publique, même si beaucoup reste à faire. Par le biais des stands, les tradipraticiens exposent jusqu'au 12 juillet prochain leurs nombreux produits aux visiteurs. Les intéressés ont donc l'embarras du choix, des produits qui atténuent l'effet du VIH dans le corps à ceux qui favorisent la virilité. C'est donc une véritable occasion d'échanger et de mettre en avant les outils et produits de la médecine traditionnelle, ce qui permettra au grand public de mieux comprendre la pharmacopée. En fait, quand on parle de médecine traditionnelle ou médecine originelle, c'est la toute première médecine. Elle a 2 pans. Il y a une partie qui peut être révélée pour le laboratoire et une partie qui n'est pas révélée au laboratoire. Parce que quand on parle d'esprit, la médecine traditionnelle croit le corps et l'esprit. Donc quand il s'agit de soigner rien que le corps humain, nous allons faire le partenariat avec l'IFAMETRA. Mais quand il s'agit de soigner l'esprit, nous ne pouvons pas amener
ces éléments-là dans un laboratoire, ce n'est pas possible. Il ne faut pas voir ce que vous voyez. Il ne faut pas penser que la médecine occidentale est au-dessus, non. La création d'un laboratoire, réel cadre de travail entre divers praticiens, est en cours de réflexion. En attendant, tous s'accordent sur la nécessité d'une liaison entre médecine conventionnelle et traditionnelle qui favorisera la fabrication de médicaments traditionnels améliorés, une manière de faire taire les sceptiques. Près de la frontière entre l'Ouganda et le Kenya, Winston Loperokit apporte son bétail sur le marché. L'agriculteur de 28 ans espère obtenir un bon prix pour sa vache. Avant, c'était mauvais. Les gens se battaient, volaient du bétail. Tant de gens sont morts. Mais maintenant, c'est bon. Beaucoup ont décidé de se réinstaller dans leurs fermes et ont commencé à cultiver. Si Winston peut aujourd'hui parcourir le pays sans craindre une éventuelle agression, c'est que la paix s'est à nouveau installée dans cette zone où vivent les communautés Poko originaires du Kenya et les Karamojong venus d'Ouganda. Les deux peuples ont été déchirés par des décennies de guerre. C'est la faim qui m'a fait venir pour vendre une vache. Je vais au marché pour acheter un lot de céréales que mes enfants puissent manger. Un accord de paix proposé par les autorités des Nations Unies a permis aux deux peuples de se remettre ensemble. L'accord prévoit le partage des ressources dans les communautés pastorales de la Corne de l'Afrique. Un projet approuvé et signé par les différents chefs de tribus. Après la signature de l'accord de paix, il y a eu des différends pour du bétail, plus d'une fois. Mais plus tard, ils ont suivi l'accord et ont renvoyé le bétail. Par ailleurs, 2 personnes voulaient se battre, mais la police est intervenue parce qu'ils ont renforcé la sécurité. De là, c'est vraiment calme maintenant. Aujourd'hui, la cohabitation entre les deux peuples se déroule dans un climat apaisé. Plusieurs projets ont été initiés par les autorités locales et internationales. L'Union européenne a pour sa part investi près de 5 millions d'euros dans cette zone de l'Afrique. Un projet qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2013. Il a fallu plus d'une décennie, mais la décision a été prise pour ces familles de rentrer au Zanzibar, en République de Tanzanie, après avoir été exilées à Mogadiscio, en Somalie. Je suis si content, je suis impatient de revoir ma famille, car j'étais en exil en Somalie pendant 12 ans. En exil, pour échapper à l'agitation politique au Zanzibar, des Zanzibariens qui se sont souvent mariés avec des Somaliennes et qui rentrent en famille, comme Rachid, qui compte ouvrir un petit commerce. Quand je m'installerai et avec les paix que j'ai, pour tout recommencer, tout va bien se passer. Ça va être difficile au début, j'aurai peu d'argent, mais jour après jour, les choses vont s'améliorer. Mais la décision de rentrer n'a pas été une mince affaire. C'est une collaboration de 2 ans avec les autorités somaliennes et tanzaniennes et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a permis ce retour. Ils ont commencé une nouvelle vie dans un pays étranger. Ça ne doit pas être facile de commencer une nouvelle vie de retour chez soi. Mais c'est une énorme décision. Il n'y a rien de plus confortable que de rentrer chez soi. Rentrer chez soi, une chance, un défi aussi qui n'a pas de prix pour ces anciens réfugiés.